Lagos, 23h45. La ville ne dort jamais, mais certains endroits ont cessé de vivre depuis longtemps. Au bout d'une ruelle oubliée, entre deux usines désaffectées, se dresse un grand bâtiment en tôle rouillée. Un ancien dépôt, vidé de son activité, vidé de sa lumière. C'est là qu'il vit, là qu'il règne, là qu'il cache sa honte. Ousmane. On l'appelait autrefois Ousmane le magnate, l'homme aux montres en or, aux 4x4 noirs, au restaurant branché. Il n'y avait pas un week-end sans qu'on le voie, accompagné d'une nouvelle femme, souvent plus jeune, toujours plus belle. L'argent coulait, les deals passaient, les impôts sautaient. Et derrière les sourires, il semait des promesses, des ventres et des dettes. Puis la chute, la fraude, les impayés, 3 ans de prison, 3 ans d'oubli, 3 ans qui l'ont vidé de tout, sauf de son orgueil. À sa sortie, il ne lui restait que ce hangar, un vieux bâtiment qu'il connaissait d'un ancien chantier. Il s'y est réfugié comme un roi déchu dans un trône brisé. Mais il n'est pas seul. Depuis 2 ans maintenant, il héberge des enfants. Ou plutôt, il les contrôle. Ils sont 20, parfois plus. Des garçons entre 6 et 15 ans, ramassés dans les rues, repoussés par les orphelinats pleins, oubliés par leurs familles. Ils dorment sur des matelas minces, côte à côte, entassés dans un coin du hangar. Et chaque matin, Ousmane leur donne un ordre simple. Allez chercher mon pain, faites-moi du chiffre. Mouchoirs, chewing-gum, cendrier, cigarettes de rue. Parfois, juste des mains tendues, au feu rouge. Et le soir, il compte, il ramasse l'argent. Il distribue les restes de riz froid. Et il recommence. Il dit qu'il les protège. Il dit qu'il leur donne un toit. Mais la vérité est plus dure. Il les exploite parce que c'est tout ce qu'il lui reste. Mais ce soir-là, un nouveau garçon est arrivé. Idriss, 13 ans, maigre, regard noir, torse droit. Un orphelin, comme les autres, mais pas tout à fait. Il ne supplie pas, il ne s'abaisse pas. Il observe, il se méfie. Il venait d'un petit village au nord. Sa mère est morte d'un cancer qu'aucun hôpital n'a pu traiter. Il n'a jamais connu son père. Une tante l'a laissé dans un bus direction Lagos, avec une adresse griffonnée sur un bout de papier, en disant « Va là-bas, ils te prendront ». Il a fini ici, dans le repère d'Ousmane. Le premier soir, Idriss n'a pas parlé. Il a juste pris un coin près de la porte, posé sa tête contre un mur froid et fermé les yeux. Mais dès le matin suivant, les choses ont commencé. Toi, le nouveau, tu prends ce paquet de mouchoirs, tu vas au feu rouge là-bas et tu me ramènes au moins 1000 nairas. Sinon tu dors dehors. Idriss n'a rien répondu. Il a pris le paquet. Mais il n'a rien vendu. Il est resté debout toute la journée, les bras croisés, le regard fixé sur les voitures. Au cœur d'un village baigné par les eaux lentes du grand fleuve Niger, la vie coulait paisiblement, rythmée par le soleil et les saisons. Mais depuis quelques lunes, un vent de peur soufflait parmi les cases de terre et de paille. Chaque soir, à la tombée de la nuit, les villageois fermaient leurs portes à double tour, craignant la sorcière du fleuve. On racontait que, lorsque la lune était haute, une femme étrange, vêtue d'un pagne sombre et aux cheveux tressés en mèches folles, venait chercher les filles du village pour les emmener dans son repère secret, sous l'eau. Personne ne l'avait jamais vue clairement, mais son ombre se dessinait, parfois près des berges, et ses cris résonnaient dans le silence de la nuit. Les enfants tremblaient en entendant ces histoires, les anciens se taisaient, et les mères serraient fort leurs petits contre elles. Seule Awa, une jeune fille de 16 ans, au regard vif et à l'esprit curieux, refusait de croire à ces légendes effrayantes. Awa avait grandi au rythme du fleuve. Sa grand-mère, la sage-femme du village, lui avait appris à écouter la nature, à lire les signes du ciel et à respecter les esprits invisibles. Elle savait que la peur était parfois un masque que les hommes portaient pour cacher des vérités plus lourdes. Un soir, alors que le soleil s'effaçait derrière les collines rouges, Awa s'assit au bord de l'eau, le regard fixé sur le reflet argenté de la lune. Le murmure du fleuve l'appelait, doux et mystérieux. « Grand-mère, pourquoi tout le monde a si peur de la sorcière du fleuve ?» demanda-t-elle doucement. La vieille femme, assise à ses côtés, posa sa main ridée sur l'épaule d'Awa. « Parce que les hommes ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, ma fille. Mais il y a toujours une histoire derrière la peur. Il faut savoir écouter. » Ce soir-là, Awa prit une décision. Elle allait découvrir la vérité sur la sorcière du fleuve, quoi qu'il lui en coûte. Les nuits suivantes,
Hawa observait la rivière. Elle notait les sons, les ombres, les mouvements. Elle interrogeait les anciens, écoutait les récits, décryptait les silences. Et peu à peu, une vérité différente émergeait. La sorcière du fleuve n'était peut-être pas celle que tout le monde craignait. Certaines nuits, Hawa apercevait une silhouette au bord de l'eau, mais ce n'était pas une femme maléfique, c'était une guérisseuse, une femme qui parlait aux esprits de l'eau, qui protégeait les secrets du fleuve. Un soir, alors que la lune baignait le village d'une lumière argentée, Hawa suivit discrètement cette silhouette jusqu'à une grotte cachée sous les racines d'un grand baobab. Là, elle découvrit un sanctuaire rempli d'herbes, de potions et de symboles anciens. La femme se retourna. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange. « Pourquoi viens-tu ici, enfant du village ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais ferme. Hawa répondit avec courage. Le soir, il est revenu les mains vides. « Tu te fous de moi ?» Ousmane avait crié. Idriss avait simplement répondu. « Je suis pas un chien. » La gifle est partie sans prévenir, violente, brute. Idriss est tombé, il s'est relevé et il n'a pas pleuré. Dès ce jour-là, il est devenu la cible préférée d'Ousmane. Chaque fois qu'un enfant rapportait moins d'argent, c'est Idriss qui payait. Chaque fois que l'un osait désobéir, c'est Idriss qu'on accusait. Chaque nuit, il dormait avec la joue en feu, parfois avec une côte douloureuse, mais il tenait bon, il ne voulait pas mendier, il ne voulait pas se soumettre. Il avait encore une dignité, une mémoire, une force que les autres avaient oubliée. Et pourtant, il ne savait pas, il ignorait que dans ce hangar poisseux, ce vieil homme qui le frappait était peut-être plus lié à lui que n'importe quel inconnu, car quelque part, dans le passé brumeux d'Ousmane, il y avait une femme, une nuit, un enfant jamais reconnu, et cet enfant, c'était Idriss. Cela faisait 3 semaines qu'Idriss était arrivé dans le hangar. 3 semaines de silence, de coups, de regards glacés. 3 semaines à refuser de tendre la main, à rester droit pendant que d'autres courbaient l'échine. Dans un monde où l'humiliation était la norme, il résistait. Il résistait aux ordres, il résistait aux moqueries, il résistait à la faim, au froid, à la fatigue. Et Ousmane n'aimait pas ça, il l'observait de loin, chaque soir assis sur sa chaise bancale, au fond du hangar. Il mâchait lentement du cola, les yeux fixés sur Idriss, comme un lion fatigué fixant une gazelle trop fière. Il n'aimait pas les têtus, mais il les respectait à sa manière. Et c'est peut-être pour ça qu'il voulait le briser encore plus. Tu crois que t'es mieux qu'eux, hein? Tu crois que t'as un sang spécial? Ici t'es rien, petit. Rien. Alors il a changé de méthode. Les coups ne suffisaient plus. Alors Ousmane a utilisé les plus grands. Il y avait Faisal, 15 ans, sec comme un bâton de bois, rusé comme un serpent. Il y avait aussi Kola, 14 ans, fort et silencieux, mais toujours prêt à obéir à Ousmane pour une ration de riz en plus. Un soir, Ousmane les a appelés dans un coin du hangar. « Prenez-le, occupez-vous de lui. Il veut pas faire comme les autres, faites-le rentrer dans le moule. » Et ainsi a commencé le bizutage. Idriss ne dormait plus en paix. Il lui volait sa couverture, lui renversait de l'eau sur le corps pendant la nuit, l'envoyait dehors nettoyer les seaux d'urine, lui faisait porter les sacs de tous les autres, le frappait à l'écart des regards. Tout ça, sous les ordres d'Ousmane. Mais le pire n'était pas dans les coups. Le pire, c'était les paroles qu'il entendait chaque jour. « Tu vas finir comme les autres, t'inquiète. Ici, on veut pas de soldats, on veut des machines des soldats à vendre. Tu vas obéir, Idriss. Même les lions finissent en cage. » Et chaque soir, Ousmane comptait. L'argent, les résultats. Il voulait augmenter le chiffre. Il parlait comme un chef d'entreprise en réunion. « Faut optimiser, faut rentabiliser. J'ai 20 enfants ici. Je dois doubler le chiffre d'affaires ce mois-ci. » Les enfants n'étaient pas des enfants. C'étaient des outils, des bras, des bouches, des billets de 500 Naira ambulants. Et Idriss était un caillou dans la machine. Mais même brisé, même seul, Idriss n'a pas plié. Il portait en lui une voix, celle de sa mère, disparue mais jamais effacée. Elle lui disait toujours « Tu es né libre, Idriss, même sans rien, reste debout. » Alors il se taisait, il encaissait, et il commençait à réfléchir. Pas à fuir, pas encore, mais à comprendre, à observer Ousmane, ses failles, ses calculs, sa solitude, à guetter un moment, un trou dans la cuirasse, une vérité à découvrir, un secret à faire exploser.
Et dans un vieux sac, caché sous un matelas rongé, il gardait toujours ce morceau de tissu rouge, le bracelet de sa mère, avec une initiale brodée dessus, O. Un matin, après une nuit plus rude que les autres, Idriss s'est levé avant les autres. Les yeux encore gonflés, les muscles lourds, il est allé s'asseoir près de la porte du hangar, là où la lumière du jour se glissait timidement. Ce jour-là, il avait pris une décision. Il avait compris que s'il restait dans ce hangar à refuser d'obéir, il n'apprendrait rien. Il resterait l'enfant rebelle, le têtu à casser, le poids à mort. Mais s'il faisait semblant, s'il mettait un masque, alors il pourrait sortir, bouger, découvrir Lagos, observer la vie, comprendre le système, et peut-être, un jour, le battre. Alors ce jour-là, quand Ousmane lui a dit « Toi le dur, va vendre des mouchoirs aujourd'hui à Obaland et ne rende pas 102 000 naira, compris ?» Idriss a répondu « Oui » pour la première fois. Pas un « oui » de soumission, un « oui » d'intelligence, un « oui » stratégique, un « oui » pour la survie. Il est sorti. Pour la première fois depuis des semaines, il a quitté le hangar, seul, avec un paquet de mouchoirs à la main et un regard méfiant vers le ciel bruyant de Lagos. Le bruit, les klaxons, les cris, les moteurs, les marchands, les voleurs, les policiers, les vendeuses de fruits, les bus bondés, la sueur. Lagos Idriss était comme un enfant tombé dans une jungle électrique. Mais il ne tremblait pas. Il observait. Il a vendu quelques mouchoirs, mais il passait plus de temps à regarder les visages, à écouter les conversations, à suivre les gestes. Il a vu un enfant mendier avec des béquilles. Il l'a suivi discrètement, jusqu'à découvrir qu'il marchait parfaitement dès qu'il tournait le coin. Il a vu une fille de son âge vendre des beignets, mais elle cachait l'argent sous ses vêtements au lieu de le rapporter à sa tante. Il a compris qu'ici, dans ces rues, tout le monde joue un rôle. Tout le monde ment pour survivre. Et Idriss a décidé de faire pareil. Les jours suivants, il a obéi à tout. Il se levait tôt, prenait les commandes d'Ousmane sans broncher. Il vendait, mendiait, courait, supportait les coups des anciens. Mais dans sa tête, tout était calculé. Chaque arrêt de bus qu'il découvrait, chaque ruelle, chaque vendeur, chaque policier corrompu, chaque commerçant trop gentil, il les mémorisait. Et surtout, il posait des questions, discrètement, poliment. « Monsieur, c'est quoi cette tour là-bas ? Madame, vous avez toujours vendu ici. Il faut combien pour apprendre à écrire ?» Il se construisait une carte invisible. Une carte de Lagos, de ses dangers, de ses opportunités, de ses mensonges, et il s'instruisait en silence. Le soir, dans le hangar, pendant que les autres enfants s'effondraient de fatigue, Idriss notait tout dans sa tête. Et certains soirs, il s'éloignait dans un coin, regardait le ciel et se répétait « Un jour, je sortirai d'ici. Un jour, j'irai plus loin que ce hangar, plus loin que Lagos. » Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que son sang, son nom, son origine, étaient liés à ce hangar, et que celui qu'il appelait chef, le vieux, l'esclavagiste, était bien plus qu'un bourreau. Il était son père. Lagos apprenait à Idriss la patience, l'adaptation, la stratégie. Mais au fond de lui, une chose grandissait chaque jour, l'injustice. Depuis qu'il avait décidé de jouer le jeu, Idriss sortait chaque matin, travaillait plus que tous les autres. Il vendait, il courait, il observait. Il revenait avec des billets mouillés, des pièces froissées, parfois même plus que ce qu'Ousmane exigeait. Mais rien ne changeait. Pas un mot, pas un merci, pas une nuit sans insulte. Ousmane prenait tout, jusqu'au dernier naira. Et quand Idriss osait garder une pièce pour acheter un pain ou un sachet d'eau, c'était le fouet, ou pire, la privation de dîner. Un soir, Idriss s'était permis de garder 200 naira dans sa chaussette trouée, juste pour se payer une banane après une longue journée. Ousmane l'a su. On ne sait jamais comment il sait. Et ce soir-là, devant tout le monde, il l'a humilié. « Tu crois que t'es patron ici ? Tu gagnes ton salaire, hein ? T'es qui ? Donne-moi tout. » Et dors dehors cette nuit. Idriss a dormi sur le ciment, les yeux ouverts, le cœur fermé. Il n'était plus un enfant naïf, mais il n'était pas encore un homme. Il comprenait que dans ce système, les gentils sont mangés, et il commençait à sentir monter un feu en lui, un feu qu'il n'avait jamais ressenti avant. Pas de la haine, pas de la peur, un feu de révolte, pas contre la pauvreté, pas contre les rues de Lagos, mais contre cet homme, ce tyran au regard mort, aux gestes secs, à la voix cassée, qui lui volait ses efforts comme on écrase une fourmi. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne savait.
Ousmane ne savait pas que cet enfant qu'il appelait le têtu était le fruit d'une nuit qu'il avait oubliée, 13 ans plus tôt, avec une jeune femme qu'il n'a jamais revue. Une femme qui, dans sa détresse, avait cousu une initiale rouge sur un bracelet pour le bébé qu'elle allait élever seule. Oh, comme Ousmane. Et Idriss. Idriss ne savait pas que cet homme qui le volait, le frappait, le rabaissait, était son propre père. Quand il a quitté le hangar, Idriss n'a rien pris. Pas un sac, pas une couverture, pas même ses pauvres habits de rechange. Seulement son instinct, la gosse, la ville qui ne dort pas, la ville qui ne pardonne pas, la ville qui t'écrase si tu n'as pas appris à lire ses codes. Idriss avait 13 ans, mais dans ses yeux, une rage de 30. Il avait vécu la faim, les coups, les humiliations. Mais ce qu'il s'apprêtait à vivre, c'était la liberté. Et la rue. Il a commencé comme tous les autres. Un sachet de mouchoirs, un sachet d'eau et un feu rouge. D'abord maladroit, timide, invisible. Mais très vite, il a observé. Qui descendait à quelle heure? Quel stop durait 4,20 secondes? Quel feu était gardé par des policiers corrompus? Où les gens achetaient par pitié, où ils achetaient par habitude. Il a compris, il a maîtrisé. Il s'est mis à sourire au bon moment, à tendre les mouchoirs avant que la vitre se baisse, à reconnaître les clients réguliers, la femme en robe verte du jeudi matin, le monsieur en costard au volant du 4x4 gris, et surtout, il a aidé les autres, des plus jeunes, des plus faibles, des comme lui. Il leur disait, toi, tu prends le feu de ma coco, toi, tu restes à Obaland, toi, suis-moi aujourd'hui, et demain, tu auras ton coin. Il devenait un leader, un chef sans trône. En 6 mois, les mouchoirs n'étaient plus une survie, c'était un empire. Idriss gagnait mieux qu'Ousmane ne l'avait jamais laissé rêver. Il économisait, il cachait son argent, il pensait à plus, des vêtements propres, un petit téléphone d'occasion, et surtout, un objectif, ne plus jamais retourner au hangar. Et pourtant, certains soirs, il se posait sur un banc en béton, regardait le ciel de Lagos et pensait « Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi il me déteste autant ?» Mais ses pensées ne duraient jamais longtemps, car le feu rouge l'attendait. Et demain, c'était un autre jour pour gagner. 4 ans. 4 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où Idriss avait fui le hangar, la violence. Et Ousmane. Il avait 17 ans maintenant, un corps plus solide, des épaules larges, une voix posée, calme, mais un regard toujours sombre. Il avait grandi dans les rues de Taikuri de Lagos, oui, mais il s'était élevé par la volonté. Il gérait une petite équipe d'orphelins qui l'aidaient à survivre honnêtement. Il connaissait les rues, les règles, les risques, mais dans son cœur, il portait une seule phrase, comme une boussole gravée dans son âme. Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Ce matin-là, il se leva plus tôt que d'habitude. Il prit un taxi jusqu'au quartier où il était né. Une ruelle étroite, des murs fissurés par le temps, des enfants qui jouent au ballon avec une bouteille vide, des souvenirs qui cognent aux tempes. Et là, la maison. Toujours debout, toujours peinte en bleu pâle, la porte en bois rongée par l'humidité. Il s'en approcha comme on approche une tombe. Une vieille femme ouvrit la fenêtre d'à côté. « Tu cherches quelqu'un, jeune homme ?» Il répondit avec douceur. « Je suis né ici. Ma mère y vivait avant de partir. » Elle plissa les yeux. Celle qui portait le foulard rouge tous les vendredis, elle était morte il y a longtemps. Mais sa chambre, elle est restée fermée. J'ai jamais eu le cœur de la louer. Elle le regarda un moment, en silence, puis lui tendit la clé. « Entre, c'est chez toi. » Idriss entra. L'air était épais, chargé de silence et de poussière. Chaque objet semblait figé dans le temps. Une natte pliée dans un coin, un gobelet en métal, une photo noircie par le soleil. Il sentit un poids dans sa gorge. Il marcha lentement jusqu'au vieux placard en bois, ouvrit la porte rouillée, et là, en bas, une petite boîte, poussiéreuse, fermée par un fil de coton. Il s'assit sur le sol, les jambes croisées, et ouvrit, à l'intérieur, une photo froissée. Un homme jeune, souriant avec sa mère. Il se tenait la main. Une lettre, pliée 4 fois. Un petit bracelet en tissu, usé, avec des lettres brodées. Pour mon fils. Oh, t'aime à jamais. Ses mains tremblaient. Il ouvrit la lettre. Et il lut « Idriss, si un jour tu lis ceci, sache que je t'ai aimé plus que tout. Ton père s'appelait Ousmane. Il n'a jamais su que tu existais.
Je n'ai pas eu le courage de le lui dire. C'était un homme libre, égoïste parfois, mais il avait de la lumière en lui. J'espère qu'il a changé. Sois fort et pardonne si tu peux. Idriss sentit son souffle se couper. Ousmane. Le nom résonna dans sa tête comme un éclair. Le même Ousmane, le même homme qui l'avait battu, humilié, utilisé, son propre père. Il serra la lettre contre sa poitrine, les yeux fermés, sans un mot. Il ne pleura pas, pas encore. Mais il savait une chose, il était temps de régler ce qu'il avait fui. Au dos de la lettre, griffonnée à la hâte, presque effacée par le temps, une phrase. Tu dois partir chez Diallo. Ma copine, elle saura tout te dire. Elle sait tout. Elle t'attend peut-être encore. Le cœur d'Idriss se serra. Diallo. Ce nom lui disait quelque chose. Il l'avait entendu autrefois. Peut-être chuchoté dans le hangar par une ancienne orpheline. Ou dans les rêves lointains, où sa mère lui parlait en silence. Le lendemain, il demanda autour de lui. Il interrogea les vieilles femmes du quartier, les anciens gardiens, les vendeurs de rue. Et une femme finit par hocher la tête. Diallo, elle vit encore. Elle a un petit atelier de couture derrière le marché de Balogun. C'est une femme discrète, mais très respectée. Idriss s'y rendit sans attendre. Il trouva une vieille cour, un petit atelier, peint en vert pâle. À l'intérieur, une femme âgée, la peau ridée par les années, les yeux perçants comme des flèches. Quand elle leva la tête et le vit, elle eut un frisson. Tu es le fils de Mariam. Elle n'avait pas posé de questions, elle savait. Ils s'assirent, pas de thé, pas de formalité, seulement la vérité. Diallo lui raconta tout. L'époque où sa mère, Mariam, était amoureuse d'Ousmane. Le charme qu'il avait, l'arrogance, l'insouciance, les autres femmes, les trahisons. Comment Mariam avait décidé de garder l'enfant seul, par fierté. Comment elle lui avait caché la grossesse, puis la naissance. Comment elle était morte subitement, laissant le bébé à une vieille voisine, avant que tout ne s'effondre. Et surtout, Diallo ajouta ceci. Ton père, Idriss, il est devenu un monstre sans savoir qu'il avait un roi dans les rues de Lagos. Le sort est cruel, mais peut-être qu'il n'est pas trop tard pour qu'il sache. Idriss ne répondit pas. Il serrait le bracelet trouvé dans la boîte. Pour mon fils. Oh, t'aimes à jamais. Il ne savait plus s'il voulait se venger ou simplement exister aux yeux de celui qui l'avait nié. Mais une chose était sûre, il allait se présenter, pas comme un enfant perdu, mais comme un homme revenu. Après sa rencontre avec Diallo, Idriss ne retourna pas dans le passé. Il ne chercha pas à affronter Ousmane. Il ne créa pas. Il ne pleura pas. Il ne se présenta pas comme son fils. Non, il travailla jour et nuit, sous le soleil brûlant de Lagos, sous la pluie, dans la sueur et la poussière. Il se leva tôt, économisa, fit des petits deals avec des vendeurs de rue, apprit à gérer un stock, à négocier, à prévoir. Il loua une petite boutique, puis un deuxième point. Puis un jour, il lança une activité d'import-export avec des tissus et accessoires depuis Cotonou. Les années passèrent. Le gamin aux pieds nus, au regard sauvage, était devenu un homme en costume simple mais propre, qui parlait peu, mais pensait beaucoup. Il n'avait jamais oublié Ousmane, mais il avait fait le choix de ne pas le détester. Pourquoi? Parce que l'homme qu'il était devenu, il le devait à tout ce qu'il avait vécu, même au coup, même à la fin, même à l'humiliation. Un soir, dans un salon modeste, Idriss s'assit avec un jeune orphelin à qui il donnait du travail. Le garçon, curieux, lui demanda « T'as pas de famille, Idriss, pas de papa, pas de maman ?» Idrissa sourit sans amertume. « J'en avais, mais parfois, on ne naît pas pour être aimé. On naît pour apprendre à aimer soi-même. » Le gamin ne comprit pas tout, mais il hocha la tête. Idriss n'était pas fier de son père. Non, mais il était fier de ne pas lui ressembler. Et c'était peut-être ça, la vraie victoire. Les années avaient passé. Les jeunes du quartier ne juraient que par lui. L'homme qui a commencé avec des mouchoirs et qui maintenant vend des containers. Le patron des stops, le roi discret du marché noir et du business propre. Idriss n'avait jamais cherché la lumière. Mais la lumière l'avait trouvé. À Lagos, on disait son nom avec respect. Il avait ses hommes, des anciens orphelins, des enfants de la rue comme lui, aujourd'hui devenus gérants, chauffeurs, commerçants, partenaires. Il les formait, il les nourrissait, il les logeait. Il était devenu ce qu'il n'avait jamais eu, un pilier,
un père pour les oublier. Il marchait toujours avec humilité. Pas de voiture de luxe tapageuse, pas de chaîne en or. Mais ses yeux racontaient l'histoire d'un survivant. Un soir, dans un grand restaurant du centre-ville, un ministre l'interpella. On m'a dit que tu es une légende. Mais moi je veux savoir d'où tu viens. Idriss sourit, leva son verre d'eau et répondit. Je viens de là où les enfants dorment sur du carton et rêvent d'être libres. C'est tout. Mais dans l'ombre, un vieil homme marchait, sale, voûté, fatigué. Dans les rues où il régnait autrefois, plus personne ne l'écoutait. Le hangar n'était plus qu'un vestige. Les enfants partaient. Le monde avait changé. Ousmane, l'ancien homme d'affaires devenu exploiteur d'orphelins, n'était plus rien. Un jour, Ousmane, affamé, entra dans une petite cantine tenue par des jeunes. Il demanda un reste de riz. Un serveur le fixa longuement et partit dans l'arrière-boutique. Un homme entra, silencieux, habillé simplement, son regard dur, mais calme. Ousmane leva les yeux. Il ne reconnut pas tout de suite l'homme, mais l'homme, lui, savait parfaitement à qui il parlait. Ousmane entra dans la petite cantine d'un pas hésitant. Les murs étaient propres, la musique basse, les jeunes polis. Un lieu modeste, mais vivant, ce genre d'endroit où il n'aurait jamais mis les pieds autrefois. Il leva les yeux vers le menu, puis vers sa poche vide. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Je peux avoir un petit reste, même du riz froid. Le jeune serveur le regarda longuement, puis acquiesça d'un signe discret. Il partit sans un mot vers l'arrière-salle. Ousmane attendait, appuyé contre le mur. Ses jambes tremblaient, son ventre criait. C'est alors qu'un homme entra, pas bruyant, pas impressionnant au premier regard, mais son aura imposait le silence. Il portait une chemise blanche, sans tache, un pantalon simple, des chaussures bien cirées. Ses yeux, c'étaient des yeux qui avaient vu la douleur et la pauvreté, mais qui ne s'étaient jamais fermés. Il avança lentement, puis s'arrêta face à Ousmane. Silence. Le vieil homme leva les yeux, gêné, troublé. « Monsieur, vous êtes le patron ici ?» L'homme ne répondit pas. Il le fixa simplement, puis d'une voix calme. « Tu ne me reconnais pas ?»« Non. Pourquoi je devrais ?» Un sourire amer passa sur le visage d'Idriss. « Parce qu'il fut un temps où tu hurlais mon nom dans un hangar pour me réveiller à coups de pied. Tu disais que je ne valais rien, que je n'étais qu'un vagabond. Tu te rappelles maintenant ?» Ousmane fronça les sourcils. Il essaya de plonger dans ses souvenirs. Puis son visage changea. Lentement, comme une ombre qui passe, il murmura. « Idriss, oui, l'enfant que tu battais, celui que tu envoyais vendre tes clopes et tes mouchoirs, celui que tu laissais dormir sans couverture, celui que tu punissais quand il gardait une pièce pour lui. » Silence. Ousmane recula d'un pas. Honte, incrédulité. Mais Idriss ne le frappa pas, il ne créa pas. Il fit signe au serveur. Serre-lui à manger, qu'il mange à sa faim, comme un être humain, même s'il a oublié comment on traite les autres comme tels. Puis il se tourna vers lui. Tu veux savoir la suite de l'histoire, Ousmane? La vraie. Tu veux savoir ce que ta copine Fatima t'a jamais dit? Ousmane, perdu, acquiesça doucement. Idriss sortit une enveloppe, froissée, jaunie, mais intacte. Tu veux savoir qui je suis vraiment? Il la posa sur la table, et sans un mot de plus, il tourna les talons, laissant Ousmane seul face à son propre passé. Le silence du bureau pesait comme du plomb. Le tic-tac d'une horloge murale résonnait dans la pièce. Seul son a brisé le calme épais. Ousmane était assis sur le bord du siège, crispé, les mains moites. Ses yeux balayaient la pièce richement meublée. Une grande bibliothèque, des tableaux sobres, un bureau en bois foncé. Rien ici ne rappelait les ruelles de Lagos. Rien ne rappelait le hangar. Et pourtant, tout sentait le passé. Idriss, debout, dos droit, le regardait sans parler. Il ouvrit un tiroir. En sortit une enveloppe ancienne, légèrement jaunie. Il la posa sur la table avec lenteur. Lisse. Ousmane s'avança. Ses doigts tremblants déchirèrent doucement le haut de l'enveloppe. Il déplia la lettre. Sa respiration s'accéléra. Les premiers mots le frappèrent en plein cœur. Mon fils s'appelle Idriss. Si tu lis cette lettre, c'est que tu l'as retrouvé. Les mots de Marima. Son écriture, son odeur, son silence trop longtemps oublié. Non, non, c'est pas vrai. Ça peut pas, balbutia Ousmane. Continue, dit Idriss, froid. Les lignes suivantes racontaient tout, la grossesse, le refus d'Ousmane.
l'humiliation, l'accouchement seul, le départ pour le village, puis la mort de Marima, quelques années après, laissant Idriss seul avec une boîte et une photo. Ousmane tomba en arrière sur le fauteuil, sa bouche entr'ouverte, incapable d'articuler. Il chercha à nier, mais aucun mot ne sortait. Il savait, c'était vrai. Il n'y avait plus de doute. Tu ne te rappelles pas de Marima parce qu'elle ne criait pas, parce qu'elle ne te harcelait pas, elle t'aimait, mais toi tu courais partout, insouciant, avec des femmes différentes chaque mois. Ousmane secouait la tête en larmes. Idriss, je te jure, je ne savais pas. Si j'avais su, Idriss leva la main. Ne mens pas, tu savais qu'il y avait des risques. Tu savais que tu laissais derrière toi des femmes blessées. Tu vivais comme un roi, sans te retourner. Ousmane glissa lentement à genoux. Il leva les yeux vers Idriss comme un enfant battu. Son visage ruisselait de larmes. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je suis une loque. Je suis fini. Mais toi, t'es devenu un homme, un vrai. Tu es mon sang. Il mit ses mains jointes en avant. Appelle-moi juste papa, une seule fois, une seule, et je mourrai tranquille. Idriss resta de marbre. Il le regarda avec intensité. Sa mâchoire serrée, ses poings fermés, mais il ne céda pas. Il se pencha légèrement vers lui et dit, d'une voix lente, « Papa, tu veux que je t'appelle papa ?» Un silence lourd. Alors il aurait fallu être un père. Ousmane tomba sur les coudes. Il éclata en sanglots. Il cria presque. Un cri étouffé, douloureux, venu du fond des entrailles. Mais Idriss se redressa, remit sa veste, puis marcha lentement vers la porte. Il posa la main sur la poignée, puis s'arrêta. Sans se retourner, « Je ne suis pas venu pour te pardonner. Je suis venu pour que tu saches, pour que tu portes cette douleur, comme moi je l'ai portée, comme moi je l'ai survécu. » Il ouvrit la porte, laissa entrer la lumière du couloir. « Tu restes vivant, c'est déjà trop. » Et il sortit. Ousmane resta seul, à genoux, brisé, le visage noyé de larmes, tenant une lettre qu'il aurait dû lire 17 ans plus tôt. Les semaines passèrent, le nom d'Idriss circulait dans les journaux, sur les lèvres des jeunes entrepreneurs, dans les rues de Lagos. Il était devenu un modèle, un miraculé, un enfant des rues devenu stratège, un orphelin devenu roi. Mais pendant que certains montaient, d'autres sombraient. Un matin gris, à l'aube, les agents municipaux reçurent un appel anonyme. Un vieux bâtiment abandonné dans le quartier de Bariga. Un squatteur, pensait-il. Encore un sans-abri. Mais lorsqu'ils arrivèrent au 10e étage, le vent soufflait trop fort, comme s'il voulait leur souffler la vérité avant qu'ils n'ouvrent la porte. Et là, dans la pièce vide, suspendu à une corde nouée à une poutre rouillée, un corps, celui d'un vieil homme, un sac plastique à ses pieds, avec à l'intérieur une vieille photo froissée d'une femme souriante et d'un bébé. Marima. Idriss. C'était Ousmane. Son visage était calme, presque apaisé, comme si, dans la mort, il avait trouvé ce qu'il n'avait jamais pu affronter vivant, la vérité. Il n'avait laissé aucun mot, juste ce sac, juste cette photo, et un vieux carnet posé au sol, dans lequel il avait griffonné cette seule phrase « Le sang qu'on nie finit toujours par nous rattraper, et parfois, il ne pardonne pas. Les journaux n'en parlèrent pas. Pas d'hommage, pas de nom. Juste une ligne dans la rubrique des faits divers, un homme retrouvé pendu dans un immeuble abandonné. Tu as enfin assumé. » Il rangea la lettre dans un tiroir et retourna à ses plans, ses projets, ses enfants de la rue qu'il accueillait dans ses centres. Parce qu'à présent, il savait, il était l'héritier d'un homme brisé. Mais surtout, il était devenu ce que son père n'avait jamais réussi à être, un guide.